intellectuelle, celle de la résistance à l'islamisme. Mission dangereuse, mission contaminante, mission qui a beaucoup de séquelles jusqu'à maintenant. Donc, les intellectuels endossent très mal en Algérie. C'est-à-dire, quelle était votre position dans les années 90, pour ou contre? Si tu étais pour le régime, ça veut dire que tu étais contre la démocratie, c'est-à-dire les élections. Si tu étais pour la démocratie, c'est-à-dire pour les élections, ça veut dire que tu étais avec le fils. Ce traumatisme pèse jusqu'à maintenant dans les rédactions, dans les journaux, et certains de mes collègues vivent ça et le savent, il pèse sur l'esprit de l'intellectuel et sur la fonction de l'intellectuel en Algérie. L'intellectuel a été toujours dans une position de traîtrise, il est perçu comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a trahi quelque chose il y a quelques années, on ne sait pas quoi. Et ça, je l'ai vécu par la suite d'une manière physique quand je rencontrais des gens comme vous. C'est-à-dire beaucoup de gens viennent faire ça pour voir Kamel ou Mustafa Benfoudi sur Amari ou Zidra ou quelqu'un d'autre. Alors, généralement, c'est une audience, c'est une salle à 3 catégories. Alors, il y a des gens qui viennent, qui ont déjà leur réponse dans leur tête, donc ils viennent juste pour regarder celui qui pense autrement, sans être là pour le croire, juste pour le regarder. Il y a des gens, généralement le milieu de la salle, qui sont là pour écouter. Et il y a les gens des gouvernements du bug, c'est des gens bénoués. Je vais écouter ce qu'il a à dire, peut-être c'est intéressant ou pas, sinon je me passe. Donc, ça, c'est généralement c'est les grands électeurs. La première rangée, c'est des gens qui ne sont pas à convaincre et qui sont déjà convaincus. D'où la fonction d'un intellectuel, il sert à quoi? C'est-à-dire, si j'avais un imam d'ailleurs, vous l'aurez tous écouté avec beaucoup plus d'attention que moi. Parce que lui, dans une chambre de commerce, il fait commerce de vérité. Un je fais commerce de nuance, de ce que je pense. Et tout revient à l'idée, à la fonction de l'intellectuel. Puisqu'il ne réfléchit pas le religieux, donc il est un petit peu dans le folklore. Il vaut quelque chose s'il vaut quelque chose dans le marché français. S'il est reconnu par le marché français, donc c'est bon. C'est quelqu'un qui est reconnu. Ici, on va l'écouter. Il est agréable, esthétiquement délicieux. Il est oxygénant. On le lit avec plaisir. On ne le suit pas. C'est ça le drame de l'intellectuel en Algérie. Et l'intellectuel a un rapport aussi très distant vis-à-vis de la population algérienne. C'est-à-dire, je leur parle, mais de moi. Je discute avec eux, mais disons, ce ne sont pas en public. L'intellectuel s'est enfermé dans le duel avec le pouvoir. Il n'est que dans un rapport de répulsion ou de séduction des centres de décision. Il n'est pas dans un rapport de séduction de la population algérienne. Il ne cherche pas à la convaincre. Tout notre débat en tant qu'intellectuel vis-à-vis de l'émir Touré. Pour être coiffeur, il étudie Yefti et tout le monde l'écoute. Un intellectuel qui écrit 10 livres et tout le monde en parle avec soupçon. On peut être chirurgien et le patient double de vous. Et si vous êtes dans la PA, on vous écoute avec religiosité et respect. Et là, parce qu'on revient au corpus, c'est-à-dire on revient à notre fonction. À quoi je sers en tant qu'intellectuel? À amuser la galerie, à séduire, à prouver que j'écris très très bien? Non, ça sert à quoi? Si je n'arrive pas à atteindre vos idées les plus profondes, et si je n'arrive pas à réformer mes idées les plus profondes. Tout le deuxième point. Au début, j'étais comme tous les intellectuels algériens, j'essayais d'être un intellectuel. C'est-à-dire, j'étais dans un rapport d'opposition au pouvoir. Il y avait 3 grandes catégories. Il y avait le peuple, le pouvoir et moi, et les miens. J'ai compris que moi, j'existe très peu. Et j'ai compris que le peuple n'existe pas. Il y a des classes sociales, il y a des corporations de métiers, il y a des intérêts, etc. Et j'ai compris que le pouvoir n'existe pas. Je suis désolé, mais je suis obligé de faire la promesse. Donc, le pouvoir n'existe pas. Il y a du pouvoir. Moi, je suis passé à une deuxième étape, à force de fréquenter des gens, pas seulement des gens ici, mais même des gens dits du pouvoir. Et j'ai compris qu'en Algérie, on avait ce que j'appelle moi une dictature molle. Ce n'est pas une dictature. Nous n'avons pas. Nous avons un système où nous sommes tous acteurs et nous sommes tous complices et nous sommes tous auteurs de ce système-là. Et là, je me suis retrouvé dans le malaise. Il faut bien que je dénonce quelqu'un. Mais qui? En Tunisie, c'est très simple, c'est Ben Ali. Mais ici, dénoncer qui? Même lui, c'est-à-dire l'autre, il est aussi victime que nous, il est aussi piégé que nous. Donc, la fonction de l'intellectuel opposant, j'étais dans le malaise. Et là, j'ai pensé avancer plus. Je me suis dit qu'il faut que je réfléchisse les idées les plus profondes des Algériens. Il a l'idée à pouvoir ou pas, etc. Une fois, je vois en parenthèse, j'étais avec quelqu'un de bien installé dans les centres de décision. En face, c'est quelque chose qui m'a marqué. En face, il y avait la phrase, il y avait Ouad, Kiousma, Mchoui, etc., etc. Et moi, j'étais dans la tribune de leur maintenant, je regardais le peuple. J'étais du côté de l'autre côté. Le bon se transfère en moi, il m'a dit, tu vois ça, Kemal? Il m'a dit, l'État n'existe que dans la tête de ces gens-là. Et ça m'a frappé, parce que je me suis dit, mais c'est
C'est-à-dire qu'on n'a pas encore construit l'État, et l'État n'est pas uniquement le pouvoir, ni le crime du pouvoir, ni son acte. L'État, c'est comme le mariage, c'est un couple. Et je me suis posé la question, si l'État n'existe pas, c'est pas à cause du pouvoir, c'est à cause de nous tous. Et là, je me suis mis à réfléchir, à essayer de réfléchir sur des questions beaucoup plus concrètes. Pourquoi? Parce que vous allez me dire pourquoi vous réfléchissez sur ça. Parce qu'on se pose toujours. On a dit même dans une maladie complotiste, ça veut dire quand quelqu'un vous parle, on regarde qui est derrière. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un pense comme ça? Alors, moi, je ne pense pas, je ne sais pas trouver des solutions, parce que je vous aime, vous m'êtes totalement indifférent. Vous n'allez pas mourir à ma place, vous n'êtes pas né à ma place. Moi, je pense à mon salut. Je suis né dans le malaise, je suis né dans quelque chose qui m'a étouffé. Je n'ai pas trouvé de réponse dans la religion, dans le FLN, dans le socialisme, après Boumediene, après Cherki, avec Bouteflika. Donc, j'essaie un petit peu de trouver des réponses à moi-même. Si ces réponses vous agréent, elles vous plaisent, pas. Si elles ne vous agréent pas, vous cherchez les vôtres. Je ferme ma deuxième parenthèse pour revenir un petit peu. Alors, j'ai découvert que chez les Algériens, il y a beaucoup d'idées, généralement 5 ou 6. Je me dis maintenant, je suis arrivé à une conclusion provisoire, que si on réforme ces idées-là, nous, en tant qu'élite, on peut réformer beaucoup de choses en Algérie. Et ces idées-là ne sont pas, c'est pas des masses, c'est pas un livre, c'est juste une dizaine d'idées, 7 ou 6, 7, 10 à la limite. Si on arrive à les changer, on peut changer les choses. Parce que nous vivons tous dans le malaise. Et le problème, c'est que nous parlons de ce malaise de l'extérieur. Alors, la première idée que je conclue, c'est ce que j'appelle le fatalisme. Le fatalisme de nos grands-pères, de nos ancêtres, c'est un fatalisme religieux. Peut-être qu'il m'a pas l'extérieur, plusieurs fois. Après, moi je vois quelque chose de plus grave, ce que j'appelle le fatalisme laïque. C'est le fatalisme oui, en principe, ça devrait aider, mais bon, là on ne peut rien. C'est un fatalisme de démission. Les élites en Algérie sont démissionnaires. Bon, démissionnaires qui ont raison. On les a tués, on les a malmenés, on les a étouffés, on les a ghettoisés dans la langue, on les a complexés, on les a réduits à une intellectuelle face à la pragmatique. Donc, tout ça, ça a conduit à ce que j'appelle moi le fatalisme laïque. La deuxième idée que j'ai découvert, que je conclue sur beaucoup d'Algériens, c'est la complotite. Qui est derrière? Il m'arrive de mettre des chroniques sur Facebook. J'ai des lecteurs. Parfois, je suis étonné par les réactions. Les gens qui essaient de savoir qui est derrière la chronique. Je vais à Alger, je suis avec des gens, le CILA de Saint-Mandé, avec des écrivains, avec des gens importants à Alger, dans le milieu éditorial. Et puis ils disent, ah, c'est vous. Ah, parce qu'au début, on croyait que c'était un le fait qui était derrière vous. Ben, net, je vois qu'il est toujours là. Mais c'est des gens très sérieux. Et on n'arrive pas à faire comprendre aux gens qu'on peut être soi-même. Et en écrivant mes chroniques, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, tu as du courage, pas de courage. Je réfléchis à autre chose. Moi, je n'ai pas de courage. Je ne suis ni plus courageux, ni moins courageux que les autres. Sauf que moi, j'estime que je dois trouver une réponse. D'autres, ils disent, bon, là, j'ai pas besoin. Ou là, j'ai la réponse de ma conception de la religion, dans mon commerce. Moi, je cherche ma réponse. Donc, j'ai découvert que beaucoup de gens en Algérie croient qu'il y a toujours derrière quelqu'un d'autre. Ça, c'est systématique. Qui est derrière? Au début de ma carrière, quand j'écrivais des chroniques, il y avait des réactions dures. Ce sont des décisions sur le journal, sur la direction du journal. Je connais là, etc. Et puis, avec les années, ils ont compris qu'il n'y avait personne derrière. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens que j'attaque, ils ont compris que c'était un contrat d'honnêteté. Et finalement, ils acceptent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas derrière. Un Algérien, vous pouvez le convaincre, pas par la foi, par la pauvre, qui est différent. Et beaucoup de gens ont commencé à accepter que je puisse écrire de cette manière-là, parce qu'il n'y avait rien, personne qui était derrière. Il m'est arrivé un seul incident. À l'époque, c'était avec Feu Boumassa, le président le président du Sénat. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais écrit une chronique où j'ai cité un petit peu tout le monde en disant X est un indigène, l'autre, etc., etc. Et puis j'ai sorti l'affaire Boumassa, elle est des milliards. C'était en 79, c'était juste après la mort de Boumediene, je pense. Et il y avait une affaire. Sauf que je me suis trompé sur les chiffres. Au lieu de parler de 3 milliards, j'ai parlé de 4. Ok, bon, c'est une erreur. Mais la conséquence est énorme. Parce que quelques semaines après, j'avais un procès. C'était Boumassa avec 12 avocats qui départent d'Alger, qui déposent plainte, avec des décorations d'Achra, etc. Moi, je ne comprenais pas. C'est après le procès, après la condamnation, que j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé.
À l'époque où il était au Sénat, il y avait une contestation, juste avant son élection. Il y avait une contestation interne. Et cette contestation lui reprochait une pseudo-affaire sur un terrain du côté de Zeralda qui valait 4 milliards. Donc lui, il croyait que j'étais actionné par un clan dans le Sénat qui m'avait fourni le chiffre de 4 milliards. Moi, je me suis trompé, c'était 3 à l'époque 79, je ne parlais pas du terrain qui valait 4 milliards. Et lui, il n'arrivait pas à comprendre et à être convaincu qu'il n'y avait personne derrière. Les gens sont formatés en politique, ou même ici ou ailleurs, chez soi, dans la rue, qu'il y a toujours derrière un Algérien, un autre Algérien qui réfléchit à sa place. Ça s'est passé même pour le printemps arabe. Beaucoup de gens veulent le complot, etc. L'Occident a profité, moi je suis convaincu. L'Occident, c'est une entité qui réfléchit sur ses intérêts. Il a vu un mouvement, il a épousé, il veut le rentabiliser. Mais derrière Boisili, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc la deuxième idée que je trouve chez beaucoup d'Algériens, c'est la complotite. Le fatalisme laïque et la complotite. C'est des idées qui polluent un petit peu le débat, qui polluent la production intellectuelle, qui polluent ce qu'on n'arrive pas à fonder en Algérie. Et là, j'arrive au troisième point, le défaut de consensus social. Moi, j'estime, après les maigres années, les courtes années de réflexion, qu'on ne peut fonder un pays que si on fonde et on construit un consensus. Le consensus, c'est quoi? C'est entre classe sociale et centre d'intérêt argenté. Alors, le problème, c'est que le pauvre, il en veut aux riches. D'aller graver. Même si 60 ans, je suis sûr. Il y a une blague algérienne que j'adore, c'est un bonhomme qui partait en ville avec 700 dinars, les chauffeurs ou les je ne sais pas, et puis l'après-midi, dans le dit fond de mer, les crèmeries, etc., ou les dos, les chauffeurs, alors nous avons tous cette mentalité qu'il y a des gens qui n'ont pas de la. Alors, le pauvre, il en veut au riche. Le riche, il a peur du pauvre. Le pouvoir, ou les pouvoirs, le régime, il a peur de la masse, de la foule. Et la foule a peur de la matraque, etc. L'intellectuel a peur des gens qui ne comprennent pas, et vice-versa. Et les gens ont peur de l'intellectuel qui réfléchit trop, qui le regarde de cette manière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas créé un consensus social d'intérêt commun. C'est-à-dire, le riche, ils sont riches, et le pauvre, il aura son tour, il n'a qu'à travailler, et l'intellectuel réfléchit, etc. Il y a une grande dame que je respecte beaucoup, elle est en Birmanie, je pense que certains d'entre vous la connaissent, Aung San Suu Kyi, qui a dit une phrase qui m'avait bouleversé. Dans ma vie, en construction, il y a des romans, des livres qui m'ont changé, mais parfois c'est de simples phrases qui m'ont changé. Elle a dit que j'ai découvert que le noyau dur de la dictature, c'est la peur. Les militaires ont peur de la foule, et la foule a peur des militaires. Et les deux ont peur l'un de l'autre, ce qui fait que ça crée un lien de violence. Et je crois qu'en Algérie, nous n'avons pas su, pour le moment, fonder ce lien social où on avait tout. On s'est dit, bon, allons discuter. Tout à l'heure, dans le bureau de mon ami, on discutait un petit peu de ce paradoxe algérien car l'appartement clean et le palier sale. La rue qui est sale et la mosquée qui est propre, etc., etc. Et moi, je pense que on revient toujours à cette fonction du lien social, le lien à l'espace public. On n'est pas, à cause de la colonisation, à cause du socialisme, à cause des nationalisations. Nous n'avons pas la sensation que ce pays nous appartient. Et c'est pour ça qu'on s'en fout. Et tant qu'on ne reconstruit pas ce lien à ce pays, on a une chose. C'est gaz en ligne, on va tout ça. Tu t'en fous parce que ce n'est pas ton pays. Et ça, je trouve ça bouleversant. J'ai voyagé dans le monde et je vous jure, quand on voyage, on voit mieux l'Algérie et on se dit, mais qu'est-ce qu'on déteste ce pays où on vit? Mais c'est incroyable. J'ai vu des pays d'une pauvreté incroyable qui ont un lien beaucoup plus amoureux à l'intérieur. Je vous jure que c'est frappant quand on va, parce qu'il ne faut pas être focalisé sur l'Occident. Il faut aller peut-être dans les autres pays, en Afrique, etc. Et vous allez découvrir que les gens ont un rapport à la joie qui n'est pas lié à la fortune. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour être heureux. Et ils ont un rapport à la terre qui ne passe pas par le politique. C'est ma ville. C'est pas la vie à tous les cas du matin. C'est ma ville, c'est mon quartier, c'est ma voiture, c'est mon arbre, c'est ma cabine téléphonique, c'est mon école. J'ai trouvé que cette troisième idée qu'il faut travailler profondément. Et quand je dis travail, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas s'attendre. Alors, la quatrième idée, qui est la plus. J'ai mis des années à essayer de la formuler, c'est l'anonymat. Les systèmes socialistes, comme vous l'avez compris, les systèmes totalitaires,
Généralement, c'est là où on travaille le moins et on triche le plus. Pourquoi? Parce que ce sont des systèmes qui créent l'anonymat. Chaque le droit. D'accord? Le peuple. Le peuple, c'est un prénom, c'est pas un nom. Donc, ça nous permet de tricher. Parce que tout le monde est anonyme. On va en ville, ça nous donne une faute. Par contre, la responsabilité et l'individualisme créent la responsabilité individuelle. Si je salis, c'est moi qui salis. Je m'en fous que les autres le fassent ou pas. C'est moi, je suis responsable de ma vie, de mes actes. Que les autres le fassent, c'est pas mon problème. Et là, nous avons créé l'anonymat. Cet anonymat créé par le socialisme, par le chef, le roi, un seul héros, le peuple, etc. Donc, ça nous a conduit à cet anonymat. Il y a une impression qu'on veut se cacher du regard de Dieu au lieu de l'affronter. Ça m'a frappé cette possibilité qu'a l'Algérien de se rendre invisible derrière l'autre. C'est-à-dire, la feu rouge, ça m'a toujours frappé, c'est que je suis pas qu'est-ce policier, etc. Il y a le feu rouge. Alors, il ne suffit pas que je dois respecter le feu rouge par principe, mais aussi par policier. Ça, j'ai trouvé cette idée d'anonymat est fatale pour développer un petit peu un pays, pour développer la valeur du travail, la valeur de la plus-value, la créativité, la responsabilité morale. Parce que quand on est anonyme, on n'est pas en valeur, quand on fait tout. Donc ce sont des idées un petit peu que j'ai essayé un petit peu de creuser à chaque fois. Je sais que c'est pas bon de lire un texte, mais je suis obligé. Parce que généralement, je suis beaucoup plus intelligent quand je me la ferme que quand je parle. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit une fois. C'est vrai que la prise de parole en Algérie, elle est difficile aussi. J'ai mis des années à surmonter cette page quand même. La prise de parole en Algérie impose une responsabilité. C'est-à-dire on est responsable de ce qu'on dit, on affronte, on se défend. C'est pour ça qu'on se replie tous dans le langage officiel, etc., parce que c'est beaucoup plus commode. Donc, j'ai appelé ça petit bréviaire des idées algériennes les plus tragiques. Alors c'est par numéro. 1. La débrouillardise est meilleure que l'effort. Ils sont convaincus. D'où l'idée suivante, travailler ne sert à rien, ruser sert à tout. Cela donne l'idée de l'argent gratuit, du salaire comme butin, du bien vacant en droit. Idée numéro 2. Le pays est un bœuf tombé et nous sommes 36 millions de couteaux. C'est l'idée du pays comme butin, pas comme patrie. L'idée que la fortune est celle du plus rapide, pas du plus travailleur. L'idée que l'Algérie est une vache, une laiterie, un morceau, une propriété. L'idée que trouver est plus intelligent que créer. 3. La patrie s'arrête au seuil de la porte. Dehors, dans le palier d'immeuble, dans la rue, dans la place publique, dans l'administration, dans la route et dans les champs, on peut salir, détruire, prendre, voler, casser, faire ses besoins, jeter ses emballages ou déboiser. 4. Ceux qui sont restés au pays sont des idiots. Ceux qui sont morts pour l'indépendance sont des naïfs. Ceux qui sont revenus sont des perdants. Ceux qui applaudissent sont des imbéciles. Ceux qui y croient sont des attardés. 5. Vaut mieux connaître quelqu'un que connaître ses droits. Une relation est plus utile qu'une institution. 6. Les lettrés sont des traîtres. Les francophones aiment la France, les arabophones sont plus proches de Dieu. 7. Dieu est partout, donc il peut faire tout à notre place, car nous sommes nulle part, il suffit d'attendre le jugement dernier. 8. Conduire, c'est se détester, s'écraser, se faire mal, transgresser, pousser du coude et démontrer son rang, pas son indication. 9. La loi est faite pour être contournée. C'est comme à l'époque des colons, même si maintenant on est entre nous. 10. On signale à coup d'appel de phare les radars sur les routes, mais pas les trous sur le chemin. On dénonce un couple qui s'embrasse par un arracheur d'arbres, un casseur de vitres, un voleur de couffins du ramadan. 11. Nous sommes plus arabes que les arabes, plus kabyles que les algériens, moins algériens que nos ancêtres, plus fiers que les tunisiens, plus dignes que les marocains, moins noirs que les africains. Reste 5 minutes, c'est fini. 12. Tous les Algériens sont mauvais, sauf moi. Je pense à tour de rôle. Tous les Algériens sont des violents, sauf moi. Tous les Algériens sont des idiots et des voleurs, sauf moi. L'Algérie se porterait mieux si j'en étais le seul habitant. Je suis le seul à avoir la solution du cas algérien. 13. Nous avons échoué. Rien ne sert à rien. Il faut vite mourir pour mieux revivre au paradis. Il faut partir pour faire revenir la France. 14. Tous les riches sont des voleurs. Toutes les fortunes sont illégitimes. 15.
il suffit de rien pour cracher sur l'indépendance. Ça, on le fait. 16. On n'aime pas que les étrangers insultent l'Algérie, mais nous sommes les premiers à insulter le pays devant le reste du monde. 17. Pour être algérien, il faut être musulman. Ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas algériens. 18. Il nous faut un dictateur et une dictature, car nous sommes ingouvernables par nature, par histoire. 19. Ce peuple est ingrat, sale et méchant, pense le régime. Ce régime est voleur, corrompu et inculte, répond le peuple. C'est des idées que j'ai essayé de dire. Alors, bon, maintenant j'ai été invité pour parler de 2012. Qu'est-ce que moi j'ai retenu pardon. Voilà. Alors, pour 2012, il y a des trucs qui m'ont frappé, d'autres non. La visite de Hollande, pour moi, c'est un non-événement, c'est une banalité, disons, à la limite de l'effroyable. Alors, par contre, il y a un grand événement, qui pour moi est très important, dont on ne mesure pas les conséquences, c'est le départ de Boumbouzid. Ça, c'est très important. Je pense qu'il existe une génération de Boumbouzid qui a 26 ans d'âge maintenant, qui dans une dizaine d'années va travailler, va être élu, va penser, va commander, va faire de la politique, et c'est là qu'on va payer une grosse facture. La facture des années 90, on va la payer d'ici une dizaine d'années. L'événement, je le retiens, je ne vais pas trop m'étaler, parce que j'ai droit à 3 bonus politiques en plus. Et le deuxième événement qui m'a marqué, c'est le pseudo, soi-disant, film anti-islam. J'ai trouvé, j'avais écrit une chronique qui m'a valu beaucoup d'insultes et en même temps beaucoup de réactions, qui m'a démontré que le corpus religieux en Algérie est à réfléchir. Alors, j'ouvre la parenthèse à propos de religion. Je reçois beaucoup de critiques, d'insultes parfois de courriers élogieux.